Haut niveau. Haut niveau vous plonge au cœur de l'actualité sportive. Haut niveau. Dimanche 8 juin 2025, 17h09 sur les ondes de Radio Tunis, chaîne internationale. Haut niveau qui commence, au niveau qui se prolongera jusqu'à 19h avec les amis du dimanche. Radi Benali. De nouveau réunis. De nouveau réunis, j'allais le dire. Ça fait un bail que notre ami Monji nous a faussé compagnie de dimanche de suite. Et puis dimanche dernier, on était tous inscrits aux abonnés absents. Et donc voilà, on se retrouve. Content de vous retrouver, messieurs, après cette longue et courte absence. Radi, tu viens de Sousse. Ouais, oui, je viens de Sousse. Le gros sacrifice. Oui, tout d'abord, je voudrais souhaiter Eid Mabrouk à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs. Eid Mabrouk, tous nos amis, à nos familles respectives. Voilà, donc on retrouve c'est le Monji avec nous avec plaisir, avec un grand plaisir bien sûr. Voilà, on voulait lui souhaiter Mabrouk pour l'AS Marsa, pour son accession en division nationale. Il n'était pas là. On voulait le faire en direct, mais bon, on le fait 2 ou 3 semaines plus tard. En chair et en os. En chair et en os, voilà, donc félicitations à Sil Monji. Je sais que tu es très heureux pour cette équipe de la Marsa, qui est une équipe très sympathique. Mieux vaut tard que jamais, voilà. Finalement, il va le faire maintenant. Monji, content de retrouver. Mais moi aussi, bien sûr, c'est toujours Snin Daima Eid Mabrouk à toute la Tunisie et à tous nos peuples arabes en général et surtout au peuple palestinien. Ces moments difficiles, j'espère que ça cesse un jour. Et en même temps, Khouirad aussi, il ne vient pas de Sousse, il vient de la perle du Sahel. La perle du Sahel. On disait aux antennes que c'est peut-être toute la Tunisie est belle, mais que Sousse est la plus belle ville du pays. Voilà. Et concernant l'AS Marsa, c'est vraiment c'est sa place en première division. On sait très bien que l'AS Marsa est apprécié par tous parce que à chaque fois on a un public qui est incroyable, même quand il y a une défaite et que l'équipe adverse mérite la victoire, le public marsois vraiment applaudit l'équipe adverse et ça je trouve fantastique et en même temps il faut aussi penser à ne plus revivre la situation qui était très très difficile pendant quelques années. Il faut un projet sportif aujourd'hui, mais il faut surtout main dans la main parce qu'on a l'impression qu'il y a des personnes qui cherchent plus leur intérêt que l'intérêt de l'AS Marseille et des jeunes de l'AS Marseille, parce que l'AS Marseille c'est une source vraiment où on peut vraiment sortir de très 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 bons joueurs, de jeunes et je suis convaincu d'une chose, c'est que les erreurs du passé vont être à l'oubli et on va entamer une nouvelle gestion. On l'espère tous, l'AS Marseille qui a toujours affronté de grands talents. Exactement, mais juste quand Simon j'ai dit on va, est-ce que Simon sera concerné l'année prochaine? Je suis toujours concerné, mais pas en tant que responsable, mais si on demande mon avis, moi je suis le premier à servir mon équipe parce que j'oublie jamais d'où je viens et ce qui m'a été offert à l'AS Marsa. Depuis l'accession de l'AS Marsa en Ligue 1, les prix de la Gnaouia ont été revus à la baisse et c'est désormais un produit accessible à toutes les bourses. Vu qu'on apprécie notre peuple et notre pays, donc le Gnaouia va être gratuite. Inch'Allah. Alors, du football, on va parler dans quelques instants de l'équipe de Tunisie, mais avant, il y a une finale en cours, Ravi. Oui, il y a une finale en cours, de la finale de Roland Garros masculin. C'est une rencontre qui se déroule en ce moment entre le numéro 1 mondial Sinner l'italien et le numéro 2 Alcaraz.
Donc Sinner a gagné les deux premiers sets 6-4, 7-6, 7-6. Maintenant il est mené 4 jeux à 1 au troisième set. Et peut-être qu'on va voir donc c'est loin d'être fini. C'est toujours loin d'être fini avec Alcaraz. On sait jamais d'où il peut sortir. Donc c'est un joueur qui n'abandonne jamais. Donc c'est un match qui risque de durer. Le premier set a duré plus qu'1 heure. Voilà, c'est un match qui dure très longtemps. Et hier, on a vu... on va en parler maintenant, mais disons que les deux finalistes d'aujourd'hui, on les voit dominer le football, plutôt, non pas le football, le tennis mondial, lors des 10 prochaines années. Surtout que Djokovic, à 38 ans, c'est tout à fait. On a vu vendredi une très belle demi-finale entre Sinner et Djokovic. Bon, ça s'est terminé sur un score de 3-7-0, mais tous les sets étaient serrés. Et on a vu un bon match de Djokovic, je pense... D'après ses déclarations, ça devait être le dernier match de Djokovic à Roland-Garros, mais sait-on jamais, il a dit qu'il allait continuer à jouer au tennis, mais c'est pas encore pour Roland-Garros l'année prochaine. Voilà, donc ce sont les numéro 1, numéro 2, ce sont les joueurs actuellement les plus en forme du circuit. On a vu on voit de temps en temps des joueurs comme l'Allemand, ça va venir. Oui, ça va venir. Il y a Ruud, le Norvégien, il y a quelques autres joueurs, mais comme tu dis, il va y avoir un duel qui va durer durant toutes les prochaines années entre Alcaraz et Sinner, qui domine en ce moment le tennis mondial. Sinon, chez les filles, chez les dames, c'est Gogokov qui s'est imposé. Une victoire à l'arraché, on va dire, disputée. Et puis le tennis féminin est complètement différent de celui masculin. C'est beaucoup plus technique, même si des fois l'intensité était importante. Oui, c'est peut-être beaucoup plus technique, mais avec Sabalenka, elle cogne très dur. Donc on a vu hier aussi, c'était la numéro 1 mondiale contre la numéro 2. Cette fois-ci, c'est la numéro 2 mondiale, Coco Gauff, qui a battu Sabalenka 2-7-1, un match très disputé qui a duré plus que 2h38, je crois. Et c'est la première fois à Roland-Garros, la première fois depuis 84. Que l'américaine... Non, ça fait 10 ans que Serena Williams, en tant qu'américaine, a remporté Roland-Garros, c'était en 2015. Donc c'est la première américaine depuis 10 ans. Il y avait plein d'américains. Exactement. Et oui, il y avait beaucoup d'américains. Il y avait Spike Lee, il y avait Dustin Hoffman. Exactement. Ils encourageaient Coco Gauff. Mais c'est la première fois depuis 40 ans, la dernière fois c'était en 84, que aussi bien pour les féminines que pour les masculins, pour le tableau féminin que pour le tableau masculin, que le numéro 1 mondial et le numéro 2 se rencontrent en finale en même temps. C'est-à-dire c'était le cas pour la finale des garçons entre Alcaraz et Sinner, en 80, et pour les filles entre Coco Gauff et Sabalenka, et en 84 c'était Macaro contre Lendl sur les hommes, et Martina Navratilova avec Chris Evert sur les garçons. Voilà, c'était donc ça, on a attendu 40 ans pour voir les numéro 1 et numéro 2 se rencontrer aussi bien pour les garçons que pour les filles à Roland-Garros. Même si c'est ta tasse de thé ou pas? Oui, je suis beaucoup le tennis, bien sûr, et ce qui est extraordinaire, ce qui s'est passé avec Coco Gauff et l'image d'après donc le match, c'est fabuleux, mais pour moi, ce que j'ai beaucoup aimé, et que le public aussi, c'est la découverte d'une joueuse qui était inconnue, qui s'appelle Louise Boisson. Exactement. Elle est extraordinaire. Elle était blessée l'année passée, donc elle n'a pas pu participer même l'année passée personne ne la connaissait, donc et aujourd'hui elle s'est retrouvée en demi-finale contre Sabalenka. Elle était classée 361e mondiale.
Voilà. Donc, elle a bénéficié d'une wildcard, voilà. Donc elle a été invitée pour participer. Et quelle personnalité, quelle joueuse, elle a été extraordinaire. Ce qui est beau aussi, c'est qu'il n'y a pas cette ingratitude au niveau du tennis, c'est d'avoir invité Roger Federer et le joueur espagnol, notre ami qui était là aussi, Rafael Nadal, et en même temps celui qui allait donner pour le match pour la finale, c'est André Agassi. Donc c'est ça qui était beau, et je trouve que l'ambiance a été vraiment extraordinaire. Cette joueuse, Louise Boisson, ce match-là a été vu par 5 200 000 téléspectateurs. Donc ça prouve que elle s'est fait un nom, donc et ça je trouve fantastique qu'à travers le sport on arrive à connaître des génies comme ça. Et donc l'Italien est toujours en vie. Oui, l'Italien. Pour le troisième set. Oui, l'Italien est toujours en vie, mais il y a un break d'avance pour Alcaraz, donc ça risque d'être difficile pour lui. Et Sinner n'a perdu aucun set durant cette quinzaine de Roland-Garros, alors qu'Alcaraz a laissé beaucoup de traces. Il a perdu 3 ou 4 sets. Beaucoup d'énergie. Mais juste pour revenir à l'allemand, c'était Zverev. Donc c'est voilà. Voilà donc l'essentiel pour le tennis. Je rappelle que lors des 2 premiers sets, Sinner s'est imposé 6-4, 7-6 au tie-break, donc lors du deuxième set, et qu'il est mené actuellement 4-2. Voilà. Je dis bien. Alors, sinon, en ce qui concerne l'équipe qui nous tiendra compagnie aujourd'hui, on ne l'a pas dit tout à l'heure, on risque de nous couper le micro si on ne le fait pas tout de suite. C'est notre ami Faisal Helali pour la technique et pour la production digitale. Rim Trabulsi, on continue à parler de sport. Cette fois-ci, on revient en Tunisie, on va parler football, de l'équipe de Tunisie, qui s'est inclinée lors de sa dernière sortie contre le Maroc. Alors je rappelle qu'un nouveau changement a été apporté sur l'identité du futur adversaire de la sélection tunisienne au Maroc. Pardon, la Tunisie qui est en stage donc dans ce pays. Pardon, dans un premier temps, le troisième adversaire de la Tunisie dans la série de ces matchs amicaux était la Guinée. Par la suite, cette sélection a été remplacée par la Zambie. Et puis finalement, c'est la Centrafrique qui sera donc l'adversaire de la sélection tunisienne le lundi 9 juin à Casablanca. Le coup d'envoi de ce match amical sera donné à 20h. Nous, on parlera... Il faut rappeler aussi que la Tunisie a joué face au Burkina Faso. Nous, donc, dans cette série de matchs amicaux, la Tunisie, je rappelle, a battu le Burkina Faso 2-0 avant de s'incliner devant le Maroc. Un chat dans la gorge, vous allez me sauver. Alors, Radi, une victoire logique devant le Maroc. Oui, une victoire logique, et encore un but de Hakimi qui nous fait, pour un arrière-droit, c'est quelqu'un qui marque beaucoup de buts. On l'a vu, il a été décisif avec le PSG, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe. Il a marqué un but en finale de la Champions League. Il marque encore un but à la 70e minute face à la Tunisie, après une petite hésitation de la défense tunisienne, surtout de Abdi qui a fait le geste de toucher le ballon sur le corner, et puis c'est un peu retiré, laissant Hakimi ouvrir le score pour le Maroc. Mais sur le match, on a vu une domination marocaine. On n'a pas vu beaucoup d'occasions de la part de la Tunisie. Bon, il y a eu aussi on peut aussi critiquer un peu la prestation de l'arbitre, mais ça ne justifie pas quand même le manque d'occasion de notre équipe nationale. Beaucoup d'attentisme, beaucoup de prudence de la part des joueurs de Semi Trabelsi, Monchi.
On a joué... avec nos moyens, on va dire. C'est dommage, on a joué pour ne pas perdre et c'est une erreur parce que, et malgré tout, on a tenu quand même presque 80 minutes, je crois, avant d'encaisser le premier but, sur une erreur défensive et c'est un latéral droit, un des meilleurs latéral droits actuellement au monde qui marque un but donc de cette manière-là. Donc, et ça, c'était les difficultés après et on a vu que gérer le groupe d'une manière qui fait qu'on a l'impression qu'on n'allait pas marquer un but même si on joue pendant 48 heures et donc on a vu les changements. On n'a pas eu d'occasion, on va dire. Aucune occasion. C'est pour ça c'est des opportunités sans plus, des banderies. Voilà, quand vous jouez pour ne pas perdre, vous risquez pas d'avoir énormément d'occasions et en plus il n'y a pas eu une bonne synchronisation entre les lignes et on a vu que même au niveau du repli défensif c'était pas extraordinaire et je crois que aujourd'hui l'équipe nationale elle manque des atouts, elle manque des stars, des joueurs qui sont capables. Bon, il y a beaucoup de joueurs qui manquent, hein. Les joueurs de l'Espérance n'étaient pas là sur demande de l'Espérance sportive du tennis et c'est normal et logique d'aller préparer la Coupe du monde des clubs, mais je crois qu'aujourd'hui quand vous avez un Chawat et un Mastoli, il faut avoir des atouts derrière qui sont capables. Moi la seule chose qui était réussie dans ce match-là, que ce soit le premier match ou le deuxième match, c'est d'avoir stabilisé un milieu défensif avec Redouni et Ferjanisses. Je pense que les deux joueurs sont complémentaires. Mais si vous n'avez pas un atout offensif qui est capable dans les moments difficiles vraiment d'essayer de marquer un but ou sur une action individuelle, le problème se pose là. Et c'est dommage parce qu'il n'y a pas eu d'animation offensive. Si on attend nos latéraux pour que ce soit Yann Valéry ou Ali Abdi, je crois que faisant abstraction de ce pseudo-arbitre, mais c'est pas une excuse. On aurait pu faire un match nul, mais si la victoire du Maroc n'était pas méritée, si le Maroc a gagné, on leur a offert presque la victoire. Sinon, est-ce que côté effectif, est-ce que les meilleurs étaient là? Parce que quand on a découvert la liste des joueurs convoqués pour ce stage au Maroc et pour ces 3 confrontations, il y a eu beaucoup de reproches. Il y a toujours un problème. Il reste le problème, Saad Bguir, qu'on le veuille ou non. Il faut sortir pour nous dire est-ce qu'il est blessé, est-ce qu'il y a quelque chose. Il y a un autre joueur aussi. D'autres joueurs ont catégoriquement refusé de venir. Oui, mais bon, ça peut arriver avec accord de la Fédération tunisienne de football et de l'entraîneur avec son adjoint. Mais on aurait pu utiliser aussi Khalil Ayari, qui est un joueur on était les premiers à en parler ici sur RTCI, si tu te souviens. C'est un joueur oui, même, il faut le faire jouer 15 minutes. Il faut aussi essayer... Il faut voir également le vécu qu'il a avec le Stade tunisien. Il faut essayer aussi vraiment de nous dire sur le cas de Mohamed Haj Mahmoud. C'est un joueur qui a été convoqué 18 fois, il n'a pas joué une seconde. Donc, est-ce qu'il est blessé actuellement? Est-ce qu'il y a la possibilité de convoquer ce joueur qui fait partie parmi les joueurs, les meilleurs joueurs actuellement dans le championnat suisse, qui est visionné par quelques clubs italiens dans le FC Como, donc fait qu'aujourd'hui, il faut nous dire qu'est-ce qui se passe avec ce joueur-là. C'est pas qu'il n'a pas été sélectionné cette fois-ci, mais c'est qu'il a été sélectionné 18 fois sans jouer une minute. Quelle est la raison? On ne la connaît pas. Et aujourd'hui, l'ambiance de l'équipe nationale, elle est différente par rapport à l'ambiance d'une équipe normale. Pourquoi? Parce que l'équipe normale, vous vivez avec les joueurs tout le temps. Et aujourd'hui, moi, j'étais surpris par la bonne prestation de Yann Valéry. Et cette stabilité qui est au milieu des terrains fait qu'il y a quelque chose. Mais il faut trouver une solution qui ait une synchronisation entre les lignes pour qu'on puisse avoir des résultats positifs. Ferjanisses, il fait partie des joueurs convoqués, des joueurs qui ont pris part aux 2 derniers matchs. Ferjanisses, qui a été littéralement, entre guillemets, massacré lors des derniers mois. Est-ce un peu trop tôt qu'on a enterré ce joueur? Je pense que oui. Bon, Ferjanisses a toujours été un bon joueur. Il est le capitaine de l'équipe. Oui, sûrement qu'il a été enterré.
chez nous, on voit un Ronaldo qui continue à jouer alors qu'il a 38 ou 39 ans. Nous, on n'aime pas les joueurs qui durent. Voilà. Excuse-moi, regardez, on n'aime pas les joueurs qui ont du caractère, c'est différent. Même Sekni, moi je pense qu'un joueur comme Sekni, même si peut-être qu'il n'aura pas 90 minutes dans les jambes, c'est un joueur qui peut, s'il entre en cours de match à 30 minutes de la... S'il est bien utilisé. Voilà, s'il est bien utilisé, il peut distiller quelques passes par-ci par-là, donc c'est pourquoi il peut toujours servir, c'est un grand joueur, mais... Voilà, donc, mais tu parlais, je ne sais pas si tu voulais dire pour Ayal, et peut-être parce qu'il est encore jeune. Il n'a que très peu joué. Oui, il a très peu joué, mais qui pensait qu'un joueur comme Yamal, comme Koubarsi, qui vient d'avoir 18 ans, qui est titulaire avec l'équipe d'Espagne, Yamal qui est le meilleur joueur d'Espagne, qui n'a même pas 18 ans. Qui est le meilleur joueur vraiment. On a vu Ayal, il vient d'en parler, c'est le monde, on a vu Ayal en finale contre l'Espérance, il a montré de belles choses. Donc pourquoi pas, même en le faisant jouer les 15 dernières minutes, mais c'est comme ça qu'on va apprendre. Il va jouer 15 minutes, il va bien jouer, il va pas bien jouer, c'est ça l'expérience. Même donc, contre le sportif du Sal. Exactement. Donc voilà, c'est un joueur qui méritait peut-être d'entrer, surtout quand on était mené 1-0. Donc tu avais besoin d'un joueur qui pouvait dribbler, entrer et faire des choses. Qui est capable de décanter un résultat à tout moment. La Tunisie qui adopte toujours le même schéma tactique, à savoir défendre et puis attendre de riposter par à coup. Est-ce parce que nous n'avons pas les moyens, et puis comme on dit, à force d'encaisser, ou plutôt de subir, on finit par céder. C'est le cas contre le Maroc finalement. C'est pas un schéma tactique, c'est une erreur tactique. Parce que vous jouez en général en fonction des joueurs que vous avez à disposition. Et c'est à vous de rendre un joueur moyen un excellent joueur. Et je crois qu'aujourd'hui, en Tunisie, on a des joueurs. Faites un match amical contre des joueurs qui n'ont pas été convoqués en équipe nationale de Tunisie contre l'équipe nationale de Tunisie A. Et vous allez voir qu'il n'y aura pas de différence par rapport à ces joueurs-là. Pourquoi? Parce que dans leur esprit, ils vont montrer que ces joueurs-là n'ont pas eu leur chance en équipe nationale. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on ne va pas s'apitoyer sur n'importe quel sort, mais aujourd'hui, il faut donner chance à tous nos joueurs. Il faut essayer de faire de la formation. Il faut essayer aussi que ce joueur-là soit vraiment très bien suivi. On se souvient même, Mbappé, quand il a été lancé au début, les discours, comment il parle après un match. Et ça, on n'a pas en Tunisie. En Tunisie, quand vous prenez un joueur qui a marqué un joli but, il répond je me suis entraîné toute la semaine pour marquer ce but. Ben, entraîne-toi, je te mets un filet vide et si tu remets le même but, je t'offre un cadeau. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est une question de la manière comment gérer la personnalité d'un joueur. Et un joueur, ça ressemble à un entraîneur. Et l'entraîneur, vous savez, Regragui, qui connaissait Regragui? Il a eu l'équipe nationale du Maroc, il a dit, grâce aux joueurs, je vais devenir quelqu'un. Demi-finaliste de la Coupe du Monde. Souvenez-vous de ce qu'avait dit l'entraîneur de l'Algérie, de nos amis algériens, Belmadi. Il a dit la Coupe d'Afrique ne nous intéresse plus. Nous voulons la Coupe du Monde. Il se fait éliminer pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et aujourd'hui, et au Qatar, parce que nos amis algériens voulaient voir leur club. Ils ont soutenu la Tunisie au Qatar, mais jusqu'à aujourd'hui, ils ont de la peine à pardonner à Belmadi, merci beaucoup, à Belmadi d'avoir parlé, et ils se sont fait éliminer à la 87e minute. Tu nous tiens au courant pour le tennis Oui, parce que Alcaraz menait 5 jeux à 2. Sinner a gagné son service, puis il a débreaké, donc il est revenu à 5-4. Là, il sert pour égaliser, mais il est mené 0-40 par Alcaraz. Donc Alcaraz a 3 balles de 7 sur le service de Sinner. On va voir
Est-ce que Sinner va remonter ou pas? Faisal, il me dit que ce sera dans quelques secondes. Ah, ça est, bon, c'est dommage, parce que Faisal nous enlève le... C'est déjà 2-1 pour Sinner, et donc Alcaraz qui réduit... c'est le premier set perdu par Sinner, attention, donc il risque de perdre le match dans ce cas. Et donc le match se prolonge, on est là pour le suivre. Pour le suivre avec vous, ça a démarré il y a quelques 3 heures. 3 heures, exactement. Déjà 3 heures. Donc on risque d'aller à 4h30, 5h quand même. Hein. Voilà. Donc la Tunisie, on continue à en parler. La Tunisie sera donc demain toujours au Maroc, opposé à la Centrafrique. 3e match amical. Je rappelle que la Tunisie s'est imposée devant le Burkina Faso 2-0. Un excellent adversaire, sparring partner. Et puis, qui nous a toujours fait poser des problèmes. Absolument, c'est incliné devant le Maroc 2-0. Et puis 3e match demain, messieurs, la Tunisie doit s'imposer, vu la différence de niveau, on va dire. Ben oui, j'espère. La Centrafrique est loin d'être une référence. Je pense, oui, tout à fait. Donc la Tunisie devrait terminer ce stage par une victoire, et comme ça le stage serait à mon avis positif, parce que tu joues, même avec la défaite face au Maroc, après tout c'est bien de jouer face à des équipes comme le Maroc, comme l'Algérie, qui sont des équipes très fortes sur le plan africain, et ça nous permet aussi de nous situer. Absolument. Pas avoir peur de les affronter, c'est ça. Monji, le Maroc a pris ce match comme étant un match pratiquement officiel. Il y avait il tutto esaurito, comme on dit en italien. On a joué à guichet fermé. Les joueurs ont pris très au sérieux cette rencontre. C'est pour dire que c'est toujours une confrontation disputée intense entre les deux nations. C'est un match référence pour le Maroc aussi, donc c'est un match référence pour nous aussi. Donc moi j'estime qu'aujourd'hui, quand vous voyez des joueurs, aujourd'hui le championnat marocain, il est reconnu par les équipes européennes. Aujourd'hui le championnat marocain. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a des joueurs qui ont vraiment illuminé leur image et l'image du football marocain. Aujourd'hui, quand vous voyez Ounahi là, si vous l'amenez en Tunisie avant d'avoir un nom qu'il a et d'avoir joué à l'Olympique de Marseille, aucun club ne va le prendre. Aujourd'hui, Ounahi, il vaut 80 millions d'euros. Donc quand vous reconnaissez déjà d'où il vient, c'est déjà une bonne chose. Mais aujourd'hui, attention. Je dis bien attention, parce que le Centrafrique, c'est pour l'équipe nationale de Tunisie, c'est l'inconnu. Mais le Centrafrique, ils sont en train de faire un travail depuis de longues dates, déjà en ayant, avec l'école suisse, il y a eu un entraîneur, et je crois qu'il n'est plus l'entraîneur quelques années, il s'appelle Raoul Savoie, avec un certain Paul Nicolas Claret qui était son adjoint, et ils ont fait un travail incroyable, ils ont failli se qualifier pour la dernière Coupe d'Afrique. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, on doit faire toujours attention à l'inconnu. L'inconnu pour nous, c'est le Centrafrique. Comment va être géré ce match-là? Ça va pas être un match facile, à mon avis, à moins de marquer un but au plus tôt possible pour changer la donne de la suite du match et donner un peu plus de ferveur à notre équipe nationale. Et donc, le Centrafrique, ce sera l'adversaire de demain de l'équipe de Tunisie. C'est Mitra Belsi pour cet entraîneur, ce technicien. Ça sera la 3e partie. On peut dire qu'il a plus ou moins bien commencé. Oui, il a bien commencé. Il a gagné un match officiel très important. Là, il vient de battre le Burkina Faso, avec lequel on avait beaucoup de problèmes. Il a fait, disons qu'il a fait relativement jeu égal avec le Maroc jusqu'au but du Maroc. Maintenant, j'espère qu'il va continuer à travailler. On doit le laisser travailler. De toutes les façons, on n'a pas le choix. Et j'espère qu'on sera qualifié à cette prochaine Coupe du Monde. On croise les doigts pour les Aigles de Carthage. On va changer de sujet. On va toujours parler de football. Très rapidement, on va parler de l'Espérance sportive de Tunis qui se prépare pour le championnat du monde. Ce sera dans une semaine. L'Espérance, donc, qui n'a pas joué
de matchs officiels depuis la finale. De matchs amicaux, tu veux dire. De matchs amicaux depuis la finale remportée devant le Stade tunisien. Très peu, Monji, pour préparer un championnat du monde, du Coupe du monde des clubs. Ça ne va pas être un problème, hein, parce que dans la mesure où aujourd'hui les entraînements ont été effectués en fonction de... Et vous savez qu'au niveau de la condition physique, donc je pense que ça ne va pas être très difficile. J'espère qu'ils n'ont pas abusé de Mchoui. Je crois qu'à ce niveau-là, je crois qu'il n'y a aucun problème, mais en plus d'aller, de remporter le doublé en Tunisie, puis d'aller en Coupe du monde des clubs aux États-Unis, avec, on sait qu'il y a énormément de Tunisiens qui seront là, et l'image que vous allez voir, et que j'ai vue, moi, que ça m'a fait un énorme plaisir, que ce soit au Qatar, ou bien, on se souvient à Al Ain, l'Étoile, qui était en finaliste contre l'Hilal d'Arabie Saoudite, et on a vu ce public extraordinaire. C'est ça la Tunisie qu'on aime, parce que ce public-là, il venait de l'Étoile et de partout. On a vu en Russie, qu'est-ce qui s'est passé aussi. C'est cette belle image qu'on doit donner à la Tunisie, pour ne pas ternir l'image du football à travers des personnes qui sont ici. Et vous allez voir qu'aux États-Unis, ils vont représenter la Tunisie. Et c'est ça qui est beau. Aujourd'hui, on est là pour servir ce pays. On est là pour être reconnaissant de vivre dans un pays qui est exceptionnel. Mais il faut être unis, main dans la main, et vous allez voir que ce pays-là peut avancer. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, quand on sert l'intérêt du sport, on ne doit pas servir l'intérêt des personnes. Et c'est ça qui... on doit trouver des solutions adéquates pour pouvoir servir ce pays. Parce qu'on a un potentiel énorme au niveau du sport, et je suis convaincu d'une chose, c'est qu'on ne peut réussir que main dans la main. Et vous allez voir aux États-Unis, on a vu en Russie, même la police russe est venue parce qu'ils ont vu qu'il y a eu c'est-à-dire que au niveau propreté, et après, ils se sont amusés, les Tunisiens sont venus avec des poubelles, ils ont nettoyé la rue de Saint-Pétersbourg, c'était extraordinaire. J'espère qu'ils vont donner l'exemple. 2 secondes, là, la direction de l'Espérance sportive de Tunis a finalement décidé de ne pas renforcer les rangs de l'équipe pour la Coupe du monde des clubs 2025, malgré la fenêtre exceptionnelle des transferts ouverte par la FIFA. Au début de ce mois de juin, la direction espérantiste a fait le choix stratégique de disputer le tournoi avec l'effectif actuel. Une analyse des besoins de l'équipe sera effectuée après le mondial des clubs pour définir les postes à renforcer en vue de la saison prochaine. Quel jugement portes-tu sur cette décision des responsables espérantistes? Voilà, juste déjà pour dire que je n'ai vu aucun club qui devrait participer au championnat du monde. Se renforcer. Non, pas se renforcer, mais jouer des matchs amicaux jusqu'à maintenant. On n'a pas entendu parler de matchs amicaux qui vont se dérouler pour le PSG, pour City et tout ça. Donc déjà... Et puis la saison vient de se... Exactement, même l'Espérance, il y a une semaine, elle vient de jouer face au Stade tunisien. Donc je pense que il y a eu des journées de repos qui ont été données. Il va devoir reprendre une préparation spécifique à ces championnats du monde. Donc voilà, le PSG vient... Donc les joueurs seront sur leur lancée. Le PSG, par exemple, vient de jouer. Peut-être qu'il a perdu Dembélé pour les championnats du monde, parce qu'il a joué contre l'Espagne. Il s'est blessé. Il va être absent 2-3 semaines, et on parle d'une absence durant le premier tour des championnats du monde des clubs. Donc il risque de ne pas jouer les 3 premiers matchs, et il ne pourrait jouer que si le PSG devait se qualifier. Donc voilà, maintenant le choix, peut-être qu'ils ont contacté des joueurs, et peut-être que ça devrait coûter énormément d'argent, et le résultat n'est pas donné, parce que tu amènes un joueur, tu le payes un argent fou. C'est pas comme ce qui se passe en ce moment au basket avec ce fameux BAL, où les équipes se renforcent avec 3, 4, 5 nouveaux joueurs étrangers, comme on a vu pour le ESMO et pour les équipes qui participent en ce moment. Donc d'abord tu laisses... Je pense que c'est injuste. Voilà, d'abord ça fausse la donne. Tu laisses tes joueurs qui ont joué toute la saison. Sûrement il y a des joueurs qui ne vont pas jouer parce que tu as recruté tel ou tel joueur. Et après, ce n'est pas sûr que tu vas donner le résultat escompté. Donc le fait de venir faire jouer un joueur qui
qui n'a jamais joué avec le club pour le faire participer à un championnat du monde avec beaucoup d'argent. Donc peut-être c'est un choix qui a été fait, peut-être que l'Espérance se propose dès maintenant de préparer la saison prochaine, etc. Donc, nos auditeurs et auditrices, ils vont penser qu'on est en train de ressasser des choses, parce que j'ai parlé de vous tout à l'heure avec Ref Ribousset sur la radio nationale, et justement on a parlé de ça, parce qu'il faut féliciter les joueurs de l'Espérance, la direction de l'Espérance, et en plus c'est donner d'une manière ou d'une autre, dire bravo et de ne prendre personne, parce que venir en vitrine pour l'intérêt des joueurs et non pour l'intérêt de l'Espérance, ça crée un climat malsain au sein du groupe. Et moi j'estime qu'aujourd'hui c'est une très très bonne décision, et je pense que avec quel moral ils vont reprendre la compétition, et avec même le public de l'Espérance sportive du Tunis, vous lui posez la question, il va agir de la même manière que ce qu'a agi le moi je suis pas le public à 100%. Le public aimerait bien qu'un Cristiano Ronaldo puisse jouer avec l'Espérance. Merci. Cristiano Ronaldo, à propos de Cristiano Ronaldo, il a annoncé qu'il ne devrait pas prendre part à la prochaine édition de la Coupe du Monde des clubs. Après la fin de son contrat avec le Nasser, la star portugaise n'a toujours pas décidé de son prochain club, et sollicité par de nombreuses formations en vue du mondial des clubs. Ronaldo a préféré pour le moment repousser toutes les sollicitations. Ronaldo a motivé sa décision par le besoin de repos de son corps afin de bien récupérer et bien préparer la saison à venir. Le président de la FIFA, évidemment Gianni Infantino, avait souhaité voir l'international portugais participer à cette compétition pour offrir donc à la Coupe du Monde des clubs une plus grande attractivité. Il n'avait pas le choix, parce que Ronaldo a investi énormément d'argent au Maroc. Et on sait très bien. Il y a le WAC, je crois, qui va participer à cette Coupe du Monde. S'il participe par rapport à une équipe, ça sera le WAC. Mais je pense qu'il a fait le bon choix de ne participer avec personne. Et en même temps, à son âge, moi j'estime qu'aujourd'hui, il faut savoir, et je crois que c'est un champion au niveau de la gestion de son corps, et je crois qu'aujourd'hui, Ronaldo, c'est un exemple pour tous les jeunes. S'il était marié très jeune, il aurait eu un fils qui s'appelle Lamine Yamal. Oui. Alors, avant de donner le programme de l'Espérance et des prochains rendez-vous, toujours à propos de cette Coupe du Monde, il va y avoir des nouveautés, et il paraît que l'intelligence artificielle va remplacer les juges de touche. Ça, c'est une question qu'on se pose, c'est loin d'être une affirmation. C'est comme en tennis dans certains tournois. La FIFA teste une nouvelle technologie pour la Coupe du Monde des clubs. La FIFA a annoncé avant-hier vendredi l'introduction de plusieurs innovations technologiques lors de la Coupe du Monde des clubs, qui se tiendra, rappelons-le, du 14 juin au 13 juillet aux États-Unis. Parmi elles figure une version améliorée de la détection semi-automatisée du hors-jeu exploitant l'intelligence artificielle. Déjà utilisée lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, cette technologie combine des caméras et un capteur placé au centre du ballon capable de transmettre des données 500 fois par seconde. Grâce à l'intelligence artificielle, la FIFA va déployer une version optimisée de ce système. Celui-ci suivra en temps réel la position de chaque joueur et du ballon, générant automatiquement des alertes pour l'équipe arbitrale en cas de hors-jeu évident. J'ai l'impression de suivre un dessin animé où il est question de football, question de animé japonais. Je ne sais pas si vous avez compris de quoi je veux parler. Oui, tout à fait, mais il y a le truc, le but... Quand le ballon dépasse la ligne, ça c'est l'intelligence artificielle. Il y a quelque chose qui siffle dans les oreilles, dans la montre de l'arbitre pour lui dire que la balle a franchi ou pas. Mais on a vu cette technique aussi pour le tennis, parce qu'il y a des tournois, pas à Roland-Garros, parce que c'est le côté humain qui existe toujours, mais je pense qu'aux États-Unis, pour l'US Open, c'est l'intelligence artificielle qui dit que la balle est faute ou pas faute. Et ça marche à tous les coups. Quand on remontre l'image, l'IA, l'intelligence artificielle, a toujours raison. Alors, dans les situations complexes, la décision finale, Monji, restera toujours entre les mains de l'assistance vidéo.
à l'arbitrage qui devra valider donc les informations fournies par l'intelligence artificielle. La FIFA précise donc que la technologie ne remplace pas complètement les jeux de touche, mais vient renforcer leur travail. Oui, tellement de changements, j'espère que c'est pour le bien du football, mais bientôt on va robotiser les arbitres, peut-être, on ne sait pas. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'idées au niveau du football. Bon, il y a des joueurs aussi, des anciens joueurs qui ont donné leur avis sur des... moi je me souviens que Van Basten, on lui a demandé un avis pour rendre le football beaucoup plus offensif, et je ne comprends pas ce qu'il lui a pris dans la tête de dire il faut supprimer leur jeu. Donc c'était vraiment incroyable. On a des matchs qui vont terminer à 15-14. Il va dormir à côté du gardien de but. Donc même M. Arsène Wenger, que je salue, j'ai eu la chance de... Barcelone va perdre tous ces matchs 20-10. M. Arsène Wenger aussi avait donné un avis sur les corners, que la balle, quand il y a un corner et elle sort et elle rentre de nouveau sur le terrain, elle est considérée comme une action juste. Et moi je trouve qu'aujourd'hui, ce qui se passe maintenant, il faut supprimer juste, il chose du 45 et l'autre il chose du 42, c'est hors jeu parce qu'il a... il faut se couper les ongles. C'est ça qui est... Moi j'estime que le football doit rester vraiment... un football simple. J'en rêvais quand je jouais encore au football avec le Stade Tunisien. Je me disais pourquoi ne pas bannir le hors-jeu, comme ça on aura beaucoup plus de buts et beaucoup plus de choix. Oui. Et l'attaquant va rester dans la surface de réparation. Il va élire domicile de l'équipe adverse. Et là, ça justifie encore, j'y crois jamais, en un entraîneur avant-centre qui est capable de réussir dans une équipe de football. Allez, rapidement, le programme de l'Espérance pour cette Coupe du Monde. Mardi 17 juin, au Lincoln Financial Field, en Philadelphie, l'Espérance de Tunis jouera à 2h du matin contre Flamengo du Brésil. Lors de la deuxième journée, ce sera le vendredi 20 juin au Geodis Park de Nashville, l'Espérance de Tunis à 23h, ce sera un peu plus tôt cette fois-ci. Elle jouera contre Los Angeles Football Club. Los Angeles qui a remplacé l'équipe mexicaine. Absolument. Et puis mercredi 25 juin, ce sera la troisième et dernière journée de cette première phase, Lincoln Financial Field en Philadelphie. On revient donc dans cette ville. L'Espérance jouera contre Chelsea. Donc Chelsea, on connaît très très bien. C'est une équipe qui vient de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Et puis pour Flamengo, c'est un club de premier ordre qui compte jusqu'à 5 ou 6 joueurs internationaux. 7, je crois. J'ai entendu qu'il y avait 7 joueurs en équipe du Brésil. Oui. Ça sera mission impossible pour l'Espérance. Qui ne connaît pas Flamengo? Parce que moi j'ai eu la chance, je ne vais pas citer la marque, on a fait un tournoi en Suisse chaque année et il y avait, que ce soit une fois c'était Atlético Mineiro contre mon ancien club Young Boys et une fois c'était Flamengo. Ils sont d'une agressivité incroyable au niveau des défenseurs. Mais je crois que le talent brésilien reste quand même un talent. Et je crois qu'aujourd'hui, les joueurs de l'Espérance, c'est dommage pour le maire Canzari parce que je ne pense pas qu'il va écouter la théorie. Tellement ils sont vraiment sur le match et ça c'est bon pour l'entraîneur dans la mesure où il n'a pas besoin de beaucoup parler pour faire passer un message. Les joueurs sont motivés d'office et je pense que vous allez voir avec une concentration que l'Espérance risque de faire vraiment de très très bons matchs. Là, le football sud-américain qui allie technique et agressivité. Moi j'ai eu la possibilité de voir des matchs entre clubs argentins et brésiliens. C'est électrique, mais c'est en même temps technique. On voit les petits pas, les gestes techniques les plus fous, mais on voit également beaucoup d'agressivité. Oui, on voit beaucoup d'agressivité, mais on le voit au niveau des championnats du monde des clubs, c'est des équipes qui n'ont, d'une manière générale, jamais percé. C'est-à-dire qu'il y a toujours l'équipe qui a remporté le championnat d'Europe qui gagne ce championnat du monde, parce que les équipes qui gagne, comment on appelle, le tournoi d'Amérique, n'a
n'a jamais fait le poids avec les équipes européennes. On se rappelle... L'équivalent de la Ligue des Champions. Voilà, l'équivalent de la Ligue des Champions. On se rappelle le match perdu de l'Étoile face à... en Coupe du Monde en 2007 face à Boca Junior 1-0 et l'Étoile a joué d'égal à égal face à cette équipe de Boca Junior et elle a failli gagner ce match. Donc tout reste possible pour l'équipe de l'Espérance, je pense. On croise les doigts pour le club sang et or, l'Espérance donc qui va s'envoler à la fin de cette semaine, je pense, pour les États-Unis. Du football, on en aura toujours. Tout de suite après, ça sera la reprise de la compétition. Allez, on va parler... Mais je rappelle que le plus important, à mon avis, à part le volet sportif, c'est le volet financier qui va permettre à l'Espérance d'avoir une manne d'argent, une manne financière assez importante qui lui permettra de voir l'avenir en rose, comme on dit, contrairement à tous les autres clubs tunisiens qui vivent... à commencer par l'Étoile et va commencer... C'est pour ça que je voulais faire la transition. Voilà. Merci beaucoup, Ravi. Une deux très réussie. Alors, l'Étoile, on en parle pourquoi? Parce qu'elle vient de tenir son assemblée générale. On a vu qu'il n'y a pas de candidat. Il paraît que Mkacher est sur un siège éjectable qui n'est pas sûr de continuer et puis seulement un nouveau litige financier clôturé. Trop peu Enfin, moi encore une fois, un des plus grands clubs de moi encore une fois, j'ai été étonné par rapport à la dernière assemblée. Il faut rappeler que c'était l'Assemblée Générale 2023-2024. Donc il reste encore l'Assemblée Générale 2024-2025, celle de la saison en cours. Donc 2023-2024, elle a dégagé un déficit de plus que 100 millions de dinars, dont 50 millions ou un peu plus pour l'ancien président Céline Chafeddine. Et à la CNSS, comme tous les clubs tunisiens, il y a un grand litige, 10 millions, je crois, 10 millions de dinars. Il y a beaucoup de litiges entre la CNSS et beaucoup de clubs tunisiens, parce que les clubs ne déclarent pas leurs joueurs, et à chaque fois qu'il y a un audit de la part de la CNSS, elle met en garde les équipes, elle fait même des saisies arrêts, etc. Donc c'est un problème qui n'a pas été résolu pour tous les clubs tunisiens. Donc 10 millions, il y a beaucoup de joueurs, mais le plus important, c'est que d'ici fin juin, l'Étoile devrait s'acquitter de pas moins de 7 millions de dinars pour lever l'interdiction de recrutement et pouvoir s'enregistrer, parce que voilà, pas seulement parce disputer le championnat de Tunisie. Parce que maintenant avec le l'Étoile n'est pas seule dans cette situation, tous les clubs tunisiens. Voilà, donc voilà, bon, Zubair a parlé de moins que ça, parce qu'il a dit qu'on a trouvé un terrain d'entente avec plusieurs joueurs. Il y a des joueurs qui ont accepté de diminuer leurs créances moyennant un échéancier. Il y a des joueurs qui n'ont pas fait ce geste-là. Donc on ne sait pas encore. Nous sommes déjà le 8 juin. Il reste 22 jours. On ne voit pas grand-chose venir. Il y a, comme tu dis, il y a un dossier qui a été réglé. Oui, un nouveau litige financier a été clôturé par le comité directeur de l'Étoile. Les dus de l'ancien entraîneur adjoint Zied Zioud ont été réglés grâce aux contributions des supporters étoilés. La direction de l'Étoile travaille actuellement à conclure des accords avec ses nombreux créanciers. On a parlé de gestion, excusez-moi. Oui, je vous en prie. On a parlé de gestion. C'est dommage d'en arriver là. C'est des joueurs qui ne méritaient pas de faire partie d'un club qui s'appelle l'Étoile sportive du Sahel. Ben Ayed, Koulibaly, Konaté. Ça, c'est passé. D'accord, non mais pour dire pourquoi on arrivait là. C'est quand on sait que l'Étoile sportive du Sahel, la perle du Sahel, on sait très bien qu'on en avait prévu. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a des personnes qui ont profité de la situation du club, qui était vraiment, il y a je crois 50 millions de dinars dus à Céline Chafeddine. Et c'est vraiment dommage qu'un club comme l'Étoile arrive dans cette situation-là, interdit de recrutement comme certains clubs, je crois qu'il y a 8 en tout, fait que aujourd'hui, le seul club en Italie qui actuellement risque de disparaître, ou il va disparaître, c'est Brescia. Parce que le financier... C'est un club qui a plus de... C'est pas beaucoup d'argent, c'est 3 millions d'euros
que le propriétaire a refusé de payer et risque de disparaître. Mais c'est un club qui a évolué, Roberto Baggio, entre autres. Il y a d'autres joueurs, j'ai oublié, j'avais les noms quelque part, c'est de grands noms. Et Brescia a évolué en ligue professionnelle. Et c'est malheureux, comme Bordeaux en France, comme tous les clubs. Parce qu'il faudrait arriver à cette situation en Tunisie. Il ne faut pas laisser les clubs comme ça faire ce que leur semble durant 3-4 ans, et après on se dit ah tiens, ce ne sont pas les clubs qui font. Non, mais c'est le ministère. Non, même le ministère, le ministère, la fédération, elle doit exiger que l'assemblée. Ce n'est pas normal que les assemblées de l'Étoile depuis 5 ans n'ont été faites qu'aujourd'hui, que cette année. Donc il faut que chaque année la fédération exige qu'il y ait une assemblée, exige les bilans et menace tel ou tel club s'il ne paye pas ses créances, parce que parce qu'il y a eu une fuite en avant pour l'Étoile, et il y a eu des situations qui ont perduré, et c'est pas normal. Allez, on va s'arrêter quelques minutes, le temps de laisser notre ami Amir Abhajar nous proposer les brèves de 18h. Je rappelle que c'est au niveau avec Monji Ben Brahim Ben Ali Moradari, Faisal Helali côté technique, Rim Trabelsi pour la production digitale. À tout à l'heure. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche despertar.